L'un des principaux objectifs de cette chaîne ici est de mettre en lumière l'extrême complexité de la chute de l'Empire romain et de démentir certaines idées reçues qui y sont associées. Et une idée reçue que j'entends ou lis souvent est que Rome avait cessé d'être la capitale de l'Empire romain d'Occident et que d'abord Médiolanum, puis plus tard Ravenne, deviendraient les capitales de l'Empire romain d'Occident à partir de la fin du IIIe siècle. Je vais soutenir dans cette vidéo que ce n'est pas entièrement vrai et nous verrons qu'en fait, surtout dans la dernière décennie de l'Empire d'Occident, Rome serait une fois de plus non seulement la capitale symbolique, mais aussi le véritable siège impérial des empereurs romains d'Occident. Comme si souvent, notre histoire commence avec la crise du IIIe siècle. Cette crise, au cours de laquelle l'Empire a failli tomber, a vu les incursions d'envahisseurs barbares, d'énormes guerres civiles et d'énormes problèmes économiques. Dans les Balkans et le nord de l'Italie, les tribus germaniques ont réussi à piller et détruire de nombreuses villes. Arrêtés grâce aux efforts vaillants d'empereurs tels que Gallienus, Claudius Gothicus et Aurélien, mais pour la première fois en 650 ans, la ville de Rome elle-même avait ressenti un véritable danger. À cette fin, Aurélien a fait construire d'imposants murs autour de la ville, portant toujours son nom, et qui subsistent encore en grande partie à ce jour. Mais les incursions barbares ont rendu nécessaire de résider plus près de la frontière, et ainsi Maximien, l'un des empereurs seigneurs de la tétrarchie, a fait de Médiolanum son siège impérial en 286 après J.C. Cette ville deviendrait désormais le siège standard des empereurs romains de l'Ouest. Il faut cependant noter que l'empereur Maxence était une exception, car il a choisi de résider à Rome de 306 jusqu'à sa mort en 312 après J.C. Il construirait les derniers bâtiments impressionnants dans cette ville, comme nous l'avons discuté dans cette vidéo ici. Honorius a ensuite déplacé le siège impérial à Ravenne en 402 après JBC. Une ville qui était stratégiquement très bien située. Entourée de marais à l'ouest et de la mer à l'est, la ville était extrêmement difficile, voire impossible à capturer lors d'un assaut direct. Ainsi, nous pouvons maintenant souvent lire ou entendre qu'à partir de ce moment-là, Ravenne serait la capitale de l'Empire romain d'Occident. Mais ici, il faut noter qu'une distinction doit être faite entre le siège impérial et la capitale, car ils ne sont pas nécessairement la même chose. Il est vrai que la cour impériale et la monnaie impériale auraient leur siège là où l'empereur choisissait de résider. Donc d'abord Médiolanum, puis Ravenne verraient une importance croissante. Cependant, Rome est toujours restée la capitale symbolique de l'Empire romain d'Occident, comme l'a impressionnamment démontré les réactions au sac de 410 après Jésus-Christ. Si Rome, comme on le dit souvent, avait été dégradée à une ville insignifiante par 410, les réactions n'auraient certainement pas été aussi fortes qu'elles l'ont été. Jérôme a écrit par exemple dans la lettre 127, datée de 2 ans après le sac de 410, « Ma voix reste coincée dans ma gorge et alors que je dicte, les sanglots m'étouffent, ma parole. La ville qui a capturé le monde entier est capturée. » Augustin d'Hippone a exprimé une réaction similaire, ce qui l'a amené à écrire son livre « La cité de Dieu ». Cet événement a également conduit les païens à blâmer les chrétiens pour le désastre et même à ce que de nombreux chrétiens reviennent au paganisme, ce qui a été promptement contré par des lois impériales interdisant de telles conversions sous peine de sévères punitions. Si Rome n'avait pas été une ville importante, et dans l'esprit des gens en 410 pas, la capitale symbolique de tout l'Empire, voire du monde entier, nous n'aurions probablement pas eu de telles réactions fortes. Nous ne devons pas non plus oublier qu'en 410 après J.C., Rome était toujours de loin la plus grande ville de tout l'Empire romain, toujours plus grande que Constantinople. À cette époque, selon les estimations modernes, Rome devait encore compter 800 000 habitants et même en 450 après J.C., elle comptait probablement encore environ 500 000 personnes.
D'autre part, on estime que Constantinople n'a jamais eu plus de 500 000 habitants, même à son apogée. Nous comparerons Rome et Constantinople en détail dans une future vidéo. Ce n'est qu'à la fin du 5e siècle que la population de Rome a commencé à décliner plus sévèrement après les années 455 et 472, et même alors, Rome était toujours la plus grande ville de l'Empire occidental, tant en nombre d'habitants qu'en superficie urbaine. En 410, Rome était incontestablement la plus grande ville de l'Empire, y compris Constantinople, et de loin la plus grande de l'Empire occidental, bien plus grande que Mediolanum ou Ravenne, qui devaient compter, même à leur apogée, seulement un modeste 100 000 habitants. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous et activez également la cloche pour que vous ne manquiez aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et si vous souhaitez suggérer vos propres sujets de vidéos, participer à des sondages, discuter avec d'autres passionnés de l'Empire romain ou participer à des diffusions en direct exclusives avec moi ou notre équipe, vous pouvez obtenir ces avantages en soutenant notre travail sur Patreon ou en devenant membre YouTube. Grâce à votre soutien, nous pourrons explorer de nombreux sujets différents de la fin de l'Empire romain et réaliser de nombreuses vidéos pour les années à venir. Merci beaucoup mes amis. Maintenant, on pourrait soutenir que même si Rome n'a jamais cessé d'être la capitale symbolique de l'Empire et était toujours la plus grande ville en 410, que pendant les dernières décennies de l'Empire, elle tomberait sûrement dans l'obscurité totale, comme cela est souvent faussement propagé sur YouTube ou même dans pas mal de livres d'histoire. Mais l'empereur Valentinien III, à notre surprise, était en fait assez friand de Rome. Il visitait de plus en plus souvent Rome, s'aventurant loin de Ravenne, visitant l'ancienne capitale. Il a dû être assez impressionné par la ville, car non seulement il a choisi de résider de plus en plus fréquemment dans l'ancien palais des Césars à partir de 440 après Jésus-Christ, mais ce qui est souvent négligé, c'est le fait qu'il a fait déplacer le siège impérial avec toute sa famille à Rome en 450 après Jésus-Christ. Cet empereur, bien qu'en général faible et incapable, qui a commis l'erreur terrible de tuer son capable magister Militum Aetius, a initié une tendance qui verrait Rome être non seulement la capitale symbolique de l'Empire romain d'Occident, mais en effet, une fois de plus, la véritable capitale. Car non seulement Valentinien III avait amené toute sa famille impériale à Rome, mais aussi la monnaie impériale. Les pièces seraient à nouveau frappées dans l'ancienne capitale. Valentinien III a été tué par des partisans d'Aetius en 455 alors qu'il montait à cheval sur le campus Marcius à Rome. Les empereurs qui lui ont succédé ont continué la tendance qu'il avait initiée. L'usurpateur Petronius Maximus résidait à Rome, du moins jusqu'à l'arrivée des Vandales, lorsqu'il a tenté de fuir la ville mais a été repéré par le peuple de Rome et tué par eux. Après le sac des Vandales de 455, l'empereur Avétus résiderait également principalement à Rome. Majorien choisirait de résider à Ravenne, très probablement parce que le fait d'être plus au nord se révélerait plus efficace pour ses efforts de reconquête. L'empereur marionnette de Ricimer, Libius Severus, résiderait également à Ravenne, mais ensuite Anthemius résiderait à nouveau entièrement à Rome de 467 à 472. Il prendrait résidence dans le palais impérial sur la colline du Palatin comme les anciens empereurs. Nous avons parlé de la fin de ce dernier grand empereur romain occidental et comment il a été tué par les barbares de Ricimer dans cette vidéo ici. Le successeur d'Anthemius, Olybrius, résiderait également à Rome pendant son court règne de 7 mois. Son successeur serait Glucerius, et il choisirait à nouveau de résider dans le nord de l'Italie, très probablement à Ravenne, comme l'indique la frappe de monnaie pendant son règne qui n'était émise que de Ravenne et Mediolanum. Le dernier empereur romain légitime serait alors Julius Nepus, qui a été envoyé par l'empereur romain de l'Est Léo. Il a été proclamé empereur romain d'Occident à Rome en 474 après Gide Célesté et non d'à Ravenne. Il est possible qu'il résidait à Rome, bien que cela ne soit pas exactement connu.
Cependant, la frappe de monnaie non seulement à Ravenne et à Mediolanum comme sous Glucerius, mais également à Rome, suggère que l'atelier monétaire impérial à Rome avait été restauré sous Julius Nepos, ce qui rend tout à fait possible qu'il ait pu résider dans la ville éternelle. Et enfin, le dernier usurpateur Oreste a fait de son fils l'empereur romain d'Occident en 475 et il résiderait pendant 1 an à Ravenne avant d'être célèbrement déposé par Odoacer. Nous pouvons donc voir qu'étonnamment souvent, Rome serait à nouveau non seulement le siège de l'empereur à partir de 450 après JC, mais aussi le berceau de la monnaie impériale, suggérant fortement que Rome avait en fait à nouveau été la véritable capitale impériale plus de la moitié du temps à partir de 450 après Gymnacée, jusqu'à 476 après Gymnacée. Ceci contraste fortement avec la théorie souvent présentée selon laquelle Rome avait décliné jusqu'à l'insignifiance totale après le sac des Vandales en 455. En fait, on peut observer tout le contraire, et de nombreux empereurs choisiront de faire de l'ancienne capitale le siège de l'Empire, comme au bon vieux temps. Bien sûr, cela avait à voir avec la réduction de l'Empire, et cette réduction a conduit à une importance croissante du Sénat de Rome et des anciennes familles aristocratiques romaines. Leur pouvoir augmentait maintenant que l'Empire se réduisait, et donc, résider à Rome avait du sens pour les empereurs car ils auraient besoin du soutien du Sénat de Rome et des anciennes familles aristocratiques pour leur politique. Cela pourrait aussi être un mouvement réactionnaire, espérant restaurer l'ancienne gloire de l'Empire romain en gouvernant à nouveau depuis Rome comme à l'époque d'Auguste, Trajan ou Marc Aurèle. Les empereurs ont vu leur empire diminuer et donc certains d'entre eux ont pensé que peut-être le retour aux anciennes méthodes pourrait inverser les fortunes de l'empire. Mais comme nous le savons, cela ne s'est pas produit. Même rendre à Rome son statut de capitale de l'Empire romain d'Occident n'a servi à rien. L'Empire était déjà trop délabré en 450 quand Valentinien III est retourné à Rome et a résidé dans le vieux palais sur la colline du Palatin. Et si vous êtes intéressé par l'apparence de Rome quelques décennies après la chute, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par le moment où a commencé la chute de l'Empire romain, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine et à tous ceux qui, comme moi, sont absolument fascinés par l'Empire romain tardif, Gratias Amici Imperi Romani et Bene Valle.